Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans la santé en mouvement, l'émission pour prendre soin de vous au quotidien. Le mois de mars est le mois de sensibilisation au myélome multiple et il n'est jamais trop tard pour parler de ce cancer rare qui impacte significativement les patients et leurs proches et touche plus particulièrement les personnes âgées. Mais alors qu'est-ce que le myélome, ce cancer de la moelle osseuse? Quels sont les traitements disponibles et comment accompagner au mieux les patients et leurs familles? C'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. La santé en mouvement spécial myélome, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Mohamed Moti. Mohamed, bonjour. Vous êtes donc professeur et chef du service d'hématologie et de thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Antoine. Avec vous, nous allons parler de ce cancer de la moelle osseuse, autrement appelé myélome. Alors, comme nous l'avons évoqué, Mohamed, vous êtes chef de service en hématologie et comme on aime bien commencer par une définition, qu'est-ce qu'on appelle l'hématologie ? L'hématologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe des maladies du sang. Alors le sang, vous savez, il est composé de globules rouges, globules blancs, plaquettes. Ces cellules sanguines sont produites dans la moelle osseuse, donc on est dans les maladies de la moelle osseuse, mais aussi les ganglions lymphatiques. Donc en gros, l'hématologie, c'est la spécialité qui prend en charge les cancers du sang, par exemple, comme les leucémies, les lymphomes, les cancers des ganglions, ou encore le myélome multiple dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors déjà, donnez-nous quelques données sur ce cancer dont on entend moins parler, même si le mois de mars a été dédié justement à sa promotion. Concrètement, ça touche qui et quel type de population ? Alors, le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse qui touche une cellule très particulière, plutôt rare, qui s'appelle le plasmocyte. C'est cette cellule qui produit en fait les anticorps, les immunoglobulines à l'état normal. Ça touche plutôt des gens, je dirais, âgés ou seniors. La moyenne d'âge est environ 70 ans. Il y a un peu plus que 5000 cas par an en France, nouvellement diagnostiqués. Et puis, pour des raisons qu'on ignore la plupart du temps, ces plasmocytes, ces cellules vont, je dirais, dégénérer, devenir cancéreuses. Et ça donne le myélome multiple, qui est une maladie plutôt rare, à peine 1% de tous les cancers. Alors concrètement, cette maladie, elle se manifeste comment ? Quels vont être les premiers symptômes qui doivent alerter ? Alors, c'est une maladie plutôt hétérogène en termes de manifestations. D'ailleurs, c'est pas un hasard que souvent elle est posée à l'examen pour les étudiants en médecine et les internes. Pourquoi ? Parce que on peut avoir des douleurs osseuses. On peut même avoir des fractures spontanées, vous voyez, sans accident, sans rien. On peut avoir des complications rénales, une insuffisance rénale, des problèmes de calcium, une hypercalcémie. Alors, pour les auditeurs, en général, le taux de calcium dans notre sang est toujours stable. Alors, quand ça se dérègle, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'une hypercalcémie, ça peut entraîner des troubles cardiaques. Donc, c'est problématique. Et puis, élément très important qui touche ces malades, ce sont les infections à répétition. Et il n'est pas rare d'entendre mes malades raconter, dire « Oh là là, docteur, cette grippe qui ne me lâche pas ». Alors là, il faut tout de suite aller voir son médecin, mais les causes restent encore floues, non ? Est-ce que ce sont des causes héréditaires ? Comment ça se déclenche ? Alors malheureusement, on ne connaît pas vraiment la cause du myélome multiple. On parle de facteurs génétiques. C'est vrai qu'il y a des familles où on retrouve parfois que le grand-père, le fils ou le père ont eu des myélomes, ou même des maladies, des cancers du sang au sens large. Vous voyez, donc il y a peut-être un paramètre génétique, mais c'est pas si fréquent que ça. Il y a peut-être des facteurs environnementaux. Il y a eu des études sur les pesticides, vous voyez. Mais bon, voilà, ça touche vraiment des populations très, je dirais, rares. Globalement, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas. Néanmoins, on a espoir puisqu'il y a quand même des avancées thérapeutiques qui sont réalisées et qui permettent justement de vivre de plus en plus longtemps avec cette pathologie. C'est quoi les grands traitements disponibles, les grandes classes de traitement ? Absolument, je suis d'accord avec vous. Ce qui est remarquable, quand j'ai commencé mon internat, ce cancer était mortel. En gros, on espérait 2-3 ans de survie maximum. Et on n'avait pas grand-chose qui marchait. Aujourd'hui, comme vous le dites très bien, on peut vivre très longtemps et bien grâce à des progrès remarquables qu'on a observés au cours des 10-15 dernières années. Mais il y a une accélération des progrès. Alors,
traditionnellement, on parle de chimiothérapie, mais en réalité, on utilise des traitements de plus en plus ciblés, c'est-à-dire des traitements qui vont aller vraiment chercher ce fameux plasmocyte malin, puisque pas le normal. On a aussi, au cours des 5 dernières années, un avènement de ce qu'on appelle les immunothérapies. C'est-à-dire comment peut-on mobiliser les ressources de notre propre système immunitaire, notamment nos soldats de l'immunité, à savoir les lymphocytes, pour combattre ce cancer. Et puis, bien évidemment, historiquement, et la France, notre pays, a été pionnier dans ce domaine, c'est aussi ce qu'on appelle les greffes de moelle osseuse ou de cellules souches, notamment les autogreffes, qui ont été la première avancée à la fin des années 90 dans le myélome multiple et son traitement. Alors, dans les grands traitements, il y a néanmoins quelques effets secondaires qui ne sont pas négligeables. On en parlera après avec notre deuxième invité. Comment l'hôpital et les soignants prennent en charge ces dommages qui sont aussi bien psychologiques que physiques? Alors oui, vous avez raison. Quels sont ces effets déjà? Alors les effets, on a la fatigue. J'entends souvent mes malades me raconter une fatigue intense. Et ça, c'est un symptôme sur lequel nos capacités d'agir sont pas quand même énormes, il faut reconnaître. Certains effets secondaires en fonction de tel ou tel médicament. Vous voyez, il y a une famille de médicaments qui va donner ce qu'on appelle des neuropathies, des fourmillements, des brûlures douloureuses, des doigts, des orteils. C'est très très handicapant. Vous voyez, ça tue pas. C'est pas. Mais au quotidien, c'est quand même très gênant. Quand on fait les greffes, on va utiliser des chimiothérapies. Alors là, conventionnelles, classiques, à forte dose. Donc la perte de cheveux, les nausées, les vomissements. On a aussi des problématiques de douleur musculaire. Et puis, encore une fois, ce problème d'infection qui revient. Et c'est une sorte de cercle vicieux parce que la maladie en elle-même, elle diminue l'immunité du malade. Et puis les traitements qu'on va donner à ce malade vont également, je dirais, favoriser les infections. Donc vous voyez, c'est une prise en charge assez lourde, très contraignante, qui va quand même beaucoup gêner le malade au quotidien. Alors j'imagine que le rôle de l'aidant est fondamental pour prendre le relais, puisque... Ah, plus que fondamental. Plus que fondamental. Aujourd'hui, la prise en charge d'un myélome multiple doit être envisagée de manière collective. C'est un travail d'équipe. Pour moi, souvent, j'explique aux malades qu'il va falloir qu'on fasse comme dans un orchestre. Et puis chacun va jouer un peu sa musique, sa partition. Le malade va contribuer, son épouse, son époux, le voisin, les enfants, le docteur, l'infirmière, l'aide-soignante, l'ambulancier. Vous voyez, on a besoin de tous ces acteurs pour essayer de faciliter au mieux la vie du malade. On parle beaucoup de la vie de l'hôpital aussi, qui est parfois embolisée et l'accès aux soins est difficile. En ce qui concerne justement les soins en hématologie, est-ce que c'est le même statut que sur les autres pathologies, ou alors les patients ont, entre guillemets, malheureusement dans leur détresse, sont plus chanceux d'avoir un accès aux soins facilité? Alors, dans le myélome, il y a un point important que vous soulevez, à savoir que ce sont des traitements au long cours, voire, je dirais, non-stop. Vous voyez, c'est en gros, les malades me disent, on a un contrat à durée indéterminée avec vous. Et donc, du coup, ils ont une sorte de lien permanent avec l'hôpital. Alors, vous devinez quand même s'il faut revenir à l'hôpital régulièrement. Au regard des difficultés aujourd'hui que connaît l'hôpital public, on devine que ce n'est pas toujours évident au quotidien. Néanmoins, je tiens à souligner qu'en ce qui concerne l'hématologie, qui est souvent une discipline faite dans les CHU, dans les grands CHG, moi je suis persuadé, je suis assez confiant que la prise en charge des malades, elle est quand même plutôt excellente. Là où le bas blesse, et malheureusement c'est un fait, c'est parfois l'éloignement géographique. Il est clair que votre vécu et l'expérience du malade et ses symptômes, son ressenti ne vont pas être les mêmes si vous habitez à 200 mètres de l'hôpital que si vous devez faire 150 km de trajet plusieurs fois par semaine. Et ça, c'est difficile à gérer, même si aujourd'hui,
On fait beaucoup d'efforts dans notre pays pour favoriser ce qu'on appelle les hospitalisations à domicile, les soins par les infirmiers à domicile. On essaye de développer les traitements par voie orale, mais c'est vrai que la contrainte est toujours là, notamment du fait de l'isolement, de l'éloignement géographique, et on a besoin encore de faire beaucoup d'efforts pour améliorer tout ça. Néanmoins, on peut quand même rester sur une note très positive. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme traitement encore plus personnalisé et moins agressif dans les années à venir, Mohamed? Je crois oui, je suis un optimiste de nature et je suis très très optimiste pour l'avenir parce que d'abord, on est en train de connaître de mieux en mieux cette maladie, le myélome multiple. Et probablement, on est en train de la disséquer en diverses petites, entre guillemets, entités, maladies. Pourquoi? Parce que mieux vous connaissez la maladie, mieux vous connaissez, je dirais, son intimité, plus vous allez pouvoir utiliser des traitements très ciblés. Et aujourd'hui, on est plutôt confiant pour les années à venir qu'on va pouvoir vraisemblablement guérir un nombre significatif de ces malades par des thérapies ciblées et j'espère sur des traitements administrés à une durée déterminée. Merci beaucoup, professeur Motti. Je rappelle que vous êtes chef du service d'hématologie et de thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Antoine. Restez avec nous. Merci à vous. Dans quelques instants, vous découvrirez comment les patients atteints du myélome, mais aussi leurs aidants, sont aidés par les associations pour vivre mieux leur quotidien. La santé en mouvement spécial myélome, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, la santé en mouvement, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale myélome, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Gillot. Laurent, vous êtes président de l'association AF3M, l'association française des malades du myélome multiple. Donc Laurent, je tiens à préciser, merci beaucoup en tout cas d'être parmi nous. Vous êtes également patient dans ce contexte et vous avez été diagnostiqué en 2015. La première question que j'ai envie de vous poser avant tout, Laurent, comment allez-vous ? Bonjour à tous. Je vais bien. Je suis quelqu'un, voilà, j'ai le myélome depuis 2015. Je suis en rémission depuis 2016 et donc voilà, je vis avec le myélome, avec je sais une possibilité forte de faire une rechute un jour, mais pour le moment je vais bien et je vis bien. Laurent, racontez-nous un peu quel est votre quotidien, quel est le quotidien d'une personne atteinte du myélome ? Alors, le quotidien de quelqu'un comme moi qui n'est pas en traitement actuellement, je vis avec le myélome dans le sens où j'ai gardé une fatigue importante, donc il faut que je sache m'adapter. Je fais la sieste, ce que je ne faisais pas auparavant. Il m'est resté des douleurs osseuses, parce que comme l'expliquait Mohamed, j'ai eu moi les os de la colonne attaqués, et puis j'ai des douleurs dans la cage thoracique. Enfin voilà, donc j'ai besoin de traiter ces douleurs. J'ai un traitement antidouleur par rapport à cela. Et puis, je dirais une fatigue aussi d'attention, de concentration. Enfin voilà, il faut vraiment. J'ai pas retrouvé ma vie d'avant le myélome, mais je me suis adapté. J'ai une vie fort agréable et en faisant avec, je fais plein de choses, je m'adapte. Vous faites du sport notamment, vous pouvez bouger facilement. Alors oui, le sport c'est quelque chose, notamment par rapport à la fatigue. Un moyen, je pense, de combattre la fatigue, ça peut paraître paradoxal, mais c'est de se lever et de bouger et marcher, notamment. C'est le premier sport accessible lorsqu'on a mal aux os, lorsqu'on est des crampes ou qu'on a des neuropathies. La marche est vraiment le sport qui est le plus facilement adaptable. On peut faire 500 mètres le premier jour, 1 kilomètre quelques semaines après, et puis faire 4-5 kilomètres. Et aujourd'hui, je fais des petites randonnées jusqu'à 10 kilomètres. Voilà. Laurent, alors vous êtes, comme on le disait, un président de cette association AF3M. Expliquez-nous très concrètement quel est le rôle de cette association et comment elle accompagne les patients. Alors le rôle de l'association, et notamment on le fait de manière très conjointe avec les médecins de l'IFM, comme Mohamed et puis tous ses collègues, c'est d'informer les malades. On les informe à travers une journée, les malades et les aidants, c'est important parce qu'on est une association de malades et d'aidants, et il faut informer les deux. On les informe à travers une journée nationale du myélome qu'on fait chaque année au mois d'octobre ou novembre. Depuis un an, on le fait en novembre, où l'année dernière, on a eu 2500 personnes de présents dans 28 villes. Voilà, où on fait toute la formation sur la maladie, sur les avancées thérapeutiques, et puis aussi en même temps sur comment on peut vivre et mieux vivre avec le myélome. Oui, Laurent.
Et je voulais aussi, alors ça c'est le côté, je dirais c'est le gros morceau de notre information, mais on informe aussi à travers un site internet, à travers des documents qu'on diffuse, à travers un MOOC aussi où les gens peuvent dialoguer avec les médecins. On fait beaucoup de webconférences et ça c'est vraiment très prisé. On en a fait une la semaine dernière où on avait 500 personnes inscrites. On a eu, je crois, sur les deux séances 600 personnes qui ont participé à ces webconférences où des médecins répondent, où les gens posent des questions, où il y a un dialogue qui se fait entre les médecins et puis aussi les malades et l'association. Et ce qui est très important également dans l'association, c'est que vous favorisez l'accès à des traitements innovants. Ça, vous êtes vraiment une action de lobbying, si on peut le dire ainsi, et d'influence pour faire le pont entre les institutions, les laboratoires et les patients. Le myélome, tant que le myélome est une maladie dont on ne guérit pas, on a besoin des nouveaux traitements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et comme le disait Mohamed, les traitements, il y a eu d'énormes avancées ces 15 dernières années dans le myélome, mais on ne guérit toujours pas du myélome et il y a toujours, même si c'est un pourcentage de plus en plus réduit, des malades pour qui rien ne marche et où la seule issue, c'est l'arrivée de nouvelles thérapeutiques. Et donc nous, là-dessus, on se bagarre, on fait tout pour que les traitements soient accessibles à travers, on échange avec les laboratoires, on participe aussi à toutes les demandes de la haute autorité de santé, de contribution en tant qu'association, on contribue, on ramène la parole des malades et des aidants dans toute la procédure complexe de la mise en place de nouveaux traitements. Expliquez-nous, quand on est malade, on reste à l'hôpital ou alors il y a justement un équilibre qui peut se faire avec des hospitalisations à domicile? Quel est un peu l'équilibre? Alors là aussi, c'est quelque chose qui a énormément évolué, c'est-à-dire que on est passé dans le myélome, la plupart des malades du myélome passent très très peu de temps à l'hôpital, à dormir à l'hôpital. C'est quelques jours maximum la plupart du temps. Les traitements sont de plus en plus on les a de manière orale, des médicaments avalés à la maison. On a aussi beaucoup de traitements qui sont sous-cutanés, de piqûres sous-cutanées. Donc pourquoi l'intérêt de la piqûre sous-cutanée, c'est que quand c'était des poches qui passaient par intraveineuse, on restait 4-5 heures à l'hôpital de jour pour que tout le produit passe. Une sous-cutanée, le temps, ça peut être fait en une demi-heure. Donc ça change complètement la vie d'un malade. Dire que quand on allait, moi j'habite à 1h30 de mon CHU, ça faisait 1h30 de route pour aller, 4 heures de traitement sur place, 1h30 de route pour revenir. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc Laurent, ça, c'est quelque chose d'important. Oui. J'ai envie de vous demander, c'est quoi vos craintes concernant les établissements de santé aujourd'hui en tant que patient? Alors, on est tous, je dirais, comment dire ça, les progrès de la médecine dans le myélome, on en est très conscient, tous les malades, des progrès énormes, même si c'est jamais suffisant. Tant qu'il y aura des malades qui mourront du myélome, ce ne sera jamais suffisant, mais les progrès actuels sont tellement énormes qu'on voit que ça change tant sur notre qualité de vie que sur notre espérance de vie. Ce qui nous inquiète un peu plus aujourd'hui, c'est les conditions dans lesquelles travaille l'hôpital public, dans les conditions où ils peuvent accueillir les malades. C'est-à-dire que il y a 3-4 ans, c'est battu pour que les traitements innovants soient disponibles, que les laboratoires fournissent les traitements innovants. Aujourd'hui, on a la crainte, c'est que tout malade qui a besoin de ces traitements innovants, globalement en France, peut l'avoir, mais le risque à terme, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment d'infirmières, pas suffisamment de lits pour que le malade puisse effectivement avoir son traitement. Je vois Mohamed qui hoche la tête effectivement et qui rebondit. Vous voulez rajouter quelque chose, Mohamed, effectivement Oui, non, j'abonde dans le même sens, à savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui on a peut-être une diminution des vocations, on manque cruellement de soignants, même on commence à manquer de médecins, et ça me permet de dire que le désert médical, c'est pas uniquement dans les zones rurales, on peut avoir aussi dans les grandes villes, pour certaines spécialités, un manque crucial d'acteurs, de professionnels. Et ça, Laurent, vous l'avez ressenti, vous, vraiment très concrètement en tant que patient ?
Alors, ça commence, je dirais. On en est au tout début, je pense. C'est quelque chose que jusque-là, les malades nous remontent assez peu ça. Et comme le disait Mohamed, on est plutôt bien. On a très rarement des malades qui se plaignent de la manière dont ils sont accueillis dans les services d'hématologie et comment ils sont soignés. Hein. Mais c'est une crainte qu'on commence à voir, c'est-à-dire que c'est d'être en attente d'un traitement parce que parfois un malade dans le myélome, ce qui est important, c'est le temps. Et parfois on n'a pas forcément le temps d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois quand on a un traitement qui est nécessaire, quoi. Alors il y a des nouveaux traitements, tout à l'heure Mohamed parlait d'immunothérapie où ils sont accessibles beaucoup plus facilement, c'est des médicaments qu'on prend, etc. Il y a des traitements qui nécessitent une hospitalisation de jour, et là toute l'infrastructure hospitalière est essentielle, quoi. Et puis le problème des suivis, c'est-à-dire que de quoi se plaignent aussi maintenant, ce qui est important pour un malade, c'est d'avoir un médecin référent, d'avoir quelqu'un à qui se référer, et ça c'est quelque chose vu dans la vitesse en laquelle se trouve précipité le système hospitalier, maintenir cette notion de référence dans les soins, de savoir à qui je m'adresse et avoir l'assurance d'avoir quelqu'un en face qui connaît ma situation, c'est quelque chose qui commence à être remonté par les malades. Laurent, Mohamed, vous voulez rebondir sur ce que dit Laurent? Ça c'est très important parce que c'est très positif. En fait, on est très heureux. Les malades vivent très longtemps. Et donc, même si le nombre de myélomes par an n'augmente pas, mais en fait, le nombre de malades vivant avec un myélome augmente. Et le nombre de médecins, d'infirmiers, de soignants n'augmente pas à la même vitesse. Et donc, à quoi fait allusion Laurent en tant que président de l'association AF3M, c'est de dire, en fait, le nombre de malades en suivi ne cesse d'augmenter. Or, le temps, lui, il n'est pas extensible à l'infini. Et donc, c'est cette nécessité d'écoute. Et j'entends souvent les malades dire j'ai besoin de discuter, mais en même temps, où trouver le temps? Allez, 30 secondes pour conclure. Si, Laurent, vous aviez un message à adresser aux institutions de santé aujourd'hui, quel serait-il? Ne pas oublier l'humain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous pousse beaucoup vers le numérique, vers des choses qui pourraient faire gagner du temps, mais on ne peut pas gagner du temps pour oublier l'humain, quoi. Pour moi, l'humain reste essentiel dans l'accompagnement, puisque la prise en charge d'ailleurs des malades et des familles qui sont aussi essentielles à accompagner. Merci beaucoup Laurent Gillot. Je rappelle que vous êtes président de l'association AF3M, Association française des malades du myélome multiple. La santé en mouvement, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur l'application Sud Radio et sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Surtout, prenez soin de vous.